La Maison-Blanche répète partout que Donald Trump est l'homme le plus vif, le plus énergique et le plus accessible à avoir jamais occupé ce bureau. Sauf qu'un cardiologue qui a soigné un vice-président américain pendant 27 ans vient d'écrire noir sur blanc que ce n'est pas du tout ce qu'il observe. C'est pas un anonyme sur les réseaux. C'est le docteur Jonathan Reiner, professeur de médecine et directeur du laboratoire de cathétérisme cardiaque à l'hôpital universitaire George Washington, celui-là même qui a suivi Dick Cheney pendant près de 3 décennies. Petite précision, avant d'aller plus loin, tout ce que je vais rapporter vient de documents publics ou de déclarations attribuées nommément. Rien n'est présenté comme un diagnostic officiel, et je serai précis sur ce qui relève du fait établi et ce qui relève de l'observation ou de l'opinion. Donald Trump s'endort en public encore et encore. Un ancien avocat de sa propre Maison-Blanche parle de déclin cognitif réel. Et un texte de loi discret, déposé au Congrès il y a quelques mois, pourrait littéralement changer qui dirige ce pays. Alors 2 questions se posent tout de suite, et je ne vais pas vous les résoudre maintenant. Pourquoi la Maison-Blanche s'en prend-elle aux médecins plutôt qu'aux faits qu'ils rapportent ? Et pourquoi ce texte de loi déposé il y a des mois n'a-t-il presque aucune couverture médiatique ? Ce que je vais vous montrer, c'est en 3 couches. D'abord, ce que documente précisément ce cardiologue, avec les dates et les contradictions internes des propres médecins de Trump. Ensuite, ce que ses propres anciens collaborateurs et des dirigeants étrangers observent en direct sur les images. Et enfin, le mécanisme constitutionnel que ça déclenche et pourquoi il pourrait, pour la première fois depuis 50 ans, sortir du tiroir. Voici votre première récompense tout de suite, parce que la suite mérite votre attention. Entre un examen médical du président en avril 2025 et une série de photos de l'été suivant, un même médecin a documenté 2 réalités physiques incompatibles. On y revient dans un instant, et cette contradiction-là, personne à la Maison-Blanche n'a jamais voulu l'expliquer publiquement. C'est pas juste une histoire de fatigue chez un homme de 80 ans. C'est un problème de transparence institutionnelle. Le pays a-t-il encore les moyens de vérifier l'aptitude de celui qui commande son armée ? Commençons par le texte du docteur Reiner lui-même, publié dans le New York Times autour du 13 août 2026, sous un titre qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. J'étais le cardiologue de Dick Cheney, Trump n'a pas l'air bien, et on devrait savoir pourquoi. Reiner y écrit que le 25e amendement de la Constitution prévoit la meilleure solution possible face à un déclin cognitif ou physique chez un président en exercice. Il permet au Congrès de créer un panel extérieur à l'exécutif chargé d'évaluer la santé et l'aptitude du chef de l'État. Faut savoir un truc, ce n'est pas un mécanisme théorique inventé pour l'occasion. Le 25e amendement existe depuis 1967 et sa section 4 prévoit précisément ce cas où le cabinet ne bouge pas alors qu'un problème est visible. Reiner ne parle pas dans le vide, il énumère ce qu'il observe en tant que médecin chez un homme probablement le plus photographié à avoir occupé la fonction, des ecchymoses sur la main droite qui ne disparaissent jamais, un gonflement sévère des jambes et ce qui l'inquiète le plus depuis plusieurs mois, le président qui s'endort en public encore et encore. Regardez bien ça, ce ne sont pas des rumeurs de couloir. C'est arrivé pendant l'annonce d'un changement de politique vaccinale avec le secrétaire à la santé qui parlait littéralement à voix haute juste à côté de lui, puis avec le directeur du NIH qui prenait la parole tout aussi près de son oreille, et le président, disent les témoins, semblait s'endormir quand même. Reiner pose une comparaison qui frappe fort. Si votre médecin s'endormait pendant votre consultation, vous chercheriez un autre médecin. Si le pilote de votre avion risquait de s'endormir à l'atterrissage, vous ne monteriez pas dans cet avion. Alors pourquoi c'est acceptable pour l'homme qui a accès au code nucléaire ? Et voilà où ça devient intéressant. Parce que la cause la plus fréquente de somnolence diurne sévère, c'est l'apnée du sommeil. Et si le président en souffre et que son équipe le sait, la question posée par Reiner n'est plus seulement médicale, elle devient une question de gestion. Pourquoi ce n'est pas traité correctement alors qu'une apnée du sommeil non soignée peut aggraver des troubles cardiaques et cognitifs sur la durée ? Mais c'est sur le gonflement des jambes que le vrai problème documentaire apparaît. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste le vieillissement normal, une insuffisance veineuse chronique, un phénomène banal chez les hommes de son âge. C'est même rassurant, présenté comme ça. Sauf que non,
Le 11 avril 2025, lors de son examen médical annuel à Walter Reed, le médecin de la Maison-Blanche, le docteur Sean Barbabella, capitaine de la marine, documente un léger gonflement des jambes en amélioration par rapport à l'année précédente. C'est un fait établi, écrit noir sur blanc dans un rapport officiel daté. Quelques mois plus tard, l'été 2025, des photos circulent montrant un gonflement massif, visible à l'œil nu, sur les mêmes jambes. Voyez la faille. Un gonflement léger et en amélioration en avril ne devient pas massif tout seul, sans qu'il se passe quelque chose entre les deux dates. René le dit clairement, si c'était minime en avril et que l'aggravation est aussi visible quelques mois plus tard, ça devient par définition un problème aigu, pas un vieux problème chronique qu'on gère depuis toujours. Un problème aigu, ça peut venir du cœur, ça peut venir des reins. La Maison-Blanche, elle, a simplement qualifié ça d'insuffisance veineuse chronique sans jamais confronter l'écart entre les deux dates. C'est là que le tableau change complètement. Parce que face à cette question précise et documentée, la réponse de la Maison-Blanche n'a pas été une explication médicale. Ça a été une attaque personnelle contre le messager. Le porte-parole d'Evi Singh l'a qualifié, Jonathan Reiner, d'un mot que je ne répéterai pas tel quel à l'antenne, disons abruti prétentieux, ajoutant qu'il était une honte pour la profession médicale et martelant que le président Trump est l'homme le plus vif, le plus accessible et le plus énergique de toute l'histoire présidentielle américaine. On attaque un cardiologue pour avoir cité un rapport médical officiel, mais on refuse d'expliquer l'écart entre deux examens réalisés par son propre médecin. En clair, on attaque celui qui pose la question plutôt que de répondre à la question. Et ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui suit. Parce que ce n'est plus seulement un cardiologue extérieur qui documente ce déclin. C'est un homme qui a occupé le bureau juste à côté de celui de Trump, à l'intérieur même de la Maison-Blanche. Ty Cobb a été l'avocat principal de la Maison-Blanche sous le premier mandat de Donald Trump, celui qui gérait le dossier de l'enquête Mueller depuis l'intérieur du bureau ovale. C'est pas un adversaire politique de circonstance, c'est quelqu'un qui a travaillé pour lui dans son propre camp. Sur la chaîne ZTO, animée par Mehdi Hassan, Cobb a déclaré, je cite presque mot pour mot, que le déclin cognitif est réel et que le pays peut le constater lui-même. Cobb cite des exemples précis, des mèmes générés par intelligence artificielle que Trump publie lui-même, à toute heure, montrant Barack Obama arrêté dans le bureau ovale, ou lui-même en avion de chasse, déversant quelque chose sur des manifestants du mouvement No Kings. Il cite aussi une attaque personnelle contre Abdul El-Sayed, arrivé en tête de la primaire sénatoriale du Michigan. Selon Cobb, ce genre de sortie a vidé de sa dignité la fonction présidentielle. Le narcissisme de Trump a toujours existé, mais il n'a plus, dit-il, de frein au niveau du lobe frontal. Attendez, il y a un détail encore plus troublant. Beaucoup de ces publications bizarres arrivent, selon Cobb, entre 2h et 4h du matin. En médecine gériatrique, cette agitation nocturne a un nom, le sundowning, un syndrome de confusion qui s'aggrave la nuit chez certaines personnes âgées. Cobb ne pose pas de diagnostic à distance, il décrit un schéma comportemental et le rattache lui-même à ce terme. Et pendant que ce premier dossier médical se joue à Washington, un second, presque invisible pour le public américain, s'est joué à l'étranger sous les yeux de dirigeants du monde entier. Ce n'est pas un oubli éditorial si les grandes chaînes conservatrices américaines n'en parlent presque pas. C'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. En juillet 2026, au sommet de l'OTAN à Ankara, les caméras captent le président turc Recep Tayyip Erdogan en train de guider Donald Trump par le bras à son arrivée, comme on accompagnerait quelqu'un qui a besoin d'aide pour se diriger. C'était pas un cas isolé. On avait déjà vu Trump peiner à marcher droit au sommet d'Alaska avec Vladimir Poutine, et des images similaires étaient apparues lors d'une rencontre avec le Premier ministre japonais. Ce sentiment que vous aviez en voyant ces images circuler sans grande explication officielle, que quelque chose clochait, il était fondé. Parce que au même sommet d'Ankara, Trump a quitté les lieux dans des conditions particulièrement étranges, en compagnie de son assistante Nathalie Harp. Il est sorti en se cachant dans un véhicule de restauration, visiblement inquiet d'une menace liée à l'Iran. Ce n'est pas une interprétation, ce sont des images et des témoignages rapportés par plusieurs médias au moment des faits. Et pendant ce temps,
En Iran, justement, des comptes proches du régime ont repris ces images pour se moquer ouvertement, suggérant que Trump portait une protection pour incontinence, avec des légendes du type « il ne contrôle même plus ses propres intestins » et pourtant il parle de contrôler le détroit d'Ormuz. Je précise, ces publications viennent d'un régime hostile, elles relèvent de la propagande, pas d'une source médicale, mais elles montrent qu'un adversaire géopolitique surveille et exploite activement cette faiblesse perçue. Ce n'est pas anodin ce qui se passe là. Dans le même déplacement, Trump a tenu à Nassau County un discours dont la transcription exacte a de quoi glacer. Il y affirme vouloir annexer le détroit d'Ormuz, puis enchaîne, sans transition claire, sur de jeunes employés de la Maison-Blanche qui viendraient le remercier, répétant plusieurs fois les mots jeunes et belles à leur sujet. Ce sont ces mots exacts, filmés, publics, pas une reformulation de ma part. Le vrai problème commence ici. Ce n'est pas un dérapage isolé. Un ancien collaborateur parle de déclin cognitif réel, des dirigeants alliés le guident physiquement en public, un adversaire déclaré capitalise dessus. 3 sources sans lien entre elles, qui convergent au même moment. Il y a une version de cet argument qui tient debout côté adverse, et il faut lui reconnaître une vraie cohérence. Donald Trump a 80 ans. Il a passé et réussi un test cognitif standard. Le vieillissement en soi n'est pas une faute, et une bonne partie des dirigeants, dans le monde, gouvernent avec des bilans de santé imparfaits, sans que ça les rende automatiquement inaptes à la fonction. Cet argument mérite d'être pris au sérieux, pas balayé d'un revers de main. Sauf qu'il y a une faille précise dedans. Le test cognitif dont Trump se vante évalue essentiellement l'orientation dans le temps et l'espace, la mémoire immédiate, la reconnaissance de formes simples. Ce n'est pas conçu pour mesurer l'endurance sur une journée entière, ni la vigilance en continu. Réussir ce test et s'endormir 5 fois par semaine en réunion ne sont pas incompatibles. Et personne du côté de la Maison-Blanche n'a jamais expliqué pourquoi un gonflement léger en avril devient massif quelques mois plus tard. C'est là que l'argument s'effondre. Pas sur le principe du vieillissement, mais sur le silence face à des documents concrets. Ce que je sentais depuis le début sur ce premier fil, c'était fondé. C'est pas le déclin qui inquiète le plus, en réalité, c'est qu'il faille un ancien avocat de la propre Maison-Blanche de Trump pour oser le dire à voix haute. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change, cette accumulation de faits ? C'est là qu'entre en jeu le mécanisme du 25e amendement, et franchement, la plupart des gens n'en connaissent que la version simplifiée qu'on voit dans les films. Pour faire simple, normalement, c'est le cabinet du président lui-même qui doit déclarer qu'il n'est plus apte à exercer, sauf que si ce cabinet, composé de ses propres nommés, refuse de bouger, la section 4 de cet amendement permet au Congrès de créer par la loi une commission extérieure à l'exécutif chargée d'évaluer objectivement la santé et l'aptitude du président. C'est précisément ce que propose le représentant Jamie Raskin, membre démocrate le plus haut placé de la commission judiciaire de la Chambre. En avril 2026, il a déposé un texte appelé la loi sur la commission de capacité présidentielle, prévoyant un panel de 10 à 7 membres extérieurs au pouvoir exécutif, capable d'exiger l'accès aux données du dernier examen médical et à toute évaluation réalisée quand des inquiétudes émergent, exactement ce qui n'a jamais été fait sur l'écart de gonflement entre avril et l'été. Regardez bien comment ça fonctionnerait, parce que ce n'est pas un coup d'État déguisé. La commission formule une recommandation, le président a le droit de contester par lettre officielle, et il faudrait ensuite un vote des 2/3 dans les 2 chambres du Congrès pour confirmer son incapacité. Obtenir 2/3 du Sénat sur un sujet aussi chargé politiquement, ce n'est arrivé pratiquement jamais depuis l'adoption de cet amendement en 1967. Ce n'est donc pas un raccourci vers une destitution facile, c'est un processus lourd, délibérément difficile à déclencher, et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce que pendant que ce mécanisme constitutionnel dort dans les tiroirs du Congrès, d'autres voix, en dehors du cadre médical strict, commencent à poser la question de front, publiquement, sans filtre. Le gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker, interrogé par le journaliste Aaron Parnas, a été questionné directement. Le président est-il apte à commander les troupes américaines aujourd'hui ? Sa réponse, c'est quelqu'un qui traverse manifestement des difficultés de santé mentale,
quelqu'un qui reste assis à ce bureau entouré de 20 ou 30 personnes parce qu'il ne semble plus capable de tenir debout longtemps à un pupitre. Pritzker ajoute que Trump se vante d'avoir réussi son test de dépistage de démence comme un test de QI, alors que ce n'en est pas un. Il ne réussit pas le test que nous, les citoyens, appliquons naturellement à un président, celui de parler et d'agir de façon rationnelle. L'animatrice Rosie O'Donnell est allée plus loin en public, évoquant ce que beaucoup de médecins lui auraient dit en privé, qu'il souffrirait très probablement d'insuffisance cardiaque et de démence, peut être de problèmes rénaux. Je dois être clair, c'est pas un diagnostic établi, c'est une opinion personnelle rapportée de seconde main et elle doit être traitée comme telle, ni plus. Ce qui compte, ce n'est pas le diagnostic informel lui-même, c'est qu'une personnalité publique se sente aujourd'hui libre de le formuler sans conséquence. C'est exactement ça qui devrait vous alerter. Plus que n'importe quelle rumeur individuelle, un cardiologue reconnu, un ancien avocat de la Maison-Blanche, un gouverneur d'État, une animatrice connue et des dirigeants alliés qui, sans concertation apparente, décrivent la même chose avec leurs propres mots. Un pays qui refuserait de laisser décoller un avion si son pilote risquait de s'endormir à l'atterrissage continu, pourtant, jour après jour, à laisser cet homme s'endormir en réunion sans se poser collectivement la même question sur les codes qu'il a entre les mains. Revenez avec moi à la question du départ. On a commencé avec une Maison-Blanche qui répète que Trump est l'homme le plus vif de l'histoire présidentielle américaine. On a terminé avec un dossier médical documenté par son propre médecin, un ancien avocat qui parle de déclin réel, des dirigeants étrangers qui le guident physiquement en public, et une loi qui dort au Congrès parce que personne n'ose vraiment la sortir du tiroir. Ce qui semblait être une simple polémique de plateau télé est en réalité une question institutionnelle, sans réponse, qui concrètement, dans ce pays, a encore le pouvoir de vérifier si un président en exercice est apte à gouverner, quand son propre camp choisit systématiquement d'attaquer le messager plutôt que de répondre à la question. C'est pas de la maladresse de communication, c'est une méthode. À chaque fait gênant, on ne corrige pas le fait, on discrédite la personne qui l'a rapporté. Le vrai problème dépasse largement la santé d'un seul homme de 80 ans. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Surtout si la Chambre des représentants change de main aux prochaines élections de mi-mandat, ce qui rouvrirait la porte à une véritable enquête formelle sur le 25e amendement. Et pendant ce temps, ce sont les institutions américaines elles-mêmes, leur crédibilité et leur capacité à réagir à temps, qui absorbent le coût réel de ce silence pendant que les porte-paroles continuent, eux, à répéter que tout va bien, que l'homme le plus vif de l'histoire se porte comme un charme. Vous voulez savoir ce qui se passe si ce texte de loi de Jamie Raskin ressort vraiment des tiroirs après les élections du mandat? Restez avec moi, abonnez-vous à la chaîne et un like m'aide énormément à faire connaître ce genre d'enquête que les grandes chaînes préfèrent souvent laisser filer.